Mmh. c'est vrai que de plus en plus, mine de rien, la télévision cherche à s'inspirer de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Par exemple, des chroniqueurs, on va maintenant les chercher, sur Instagram. On veut des gens qui ont déjà une communauté. Mmh. Mais effectivement, c'est plutôt dans cette logique de capter la communauté plutôt, que de s'inspirer du format. Parce qu'en fait, des formats propres au numérique, c'est quand même compliqué, de les, décliner, ensuite, en télévision. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. Charles Bert, bonjour et merci de participer à ce podcast et d'être le 10e invité au micro de Deep Media. Donc vous êtes journaliste et réalisateur spécialisé en sciences et santé et vous travaillez régulièrement pour des magazines ainsi que des documentaires diffusés notamment à la télévision. Vous êtes par ailleurs depuis quelques semaines président de l'Association des journalistes scientifiques et vous éditez également depuis un peu plus d'un an une newsletter qui s'appelle Science et Écran et qui prend le temps de raconter chaque mois l'actualité des programmes scientifiques et ce quel que soit leur écran de diffusion. Je mettrai d'ailleurs le lien d'inscription en description de cet épisode pour que chacun puisse le découvrir. Donc pour commencer cette interview, bah voilà, je vous propose, vous pourrez présenter succinctement en quelques minutes, ainsi que vos activités. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour Julien, merci pour l'invitation. Ouais, effectivement, moi je réalise, surtout des longs formats, qui sont diffusés, principalement sur France Télévisions. Et effectivement, j'ai lancé cette newsletter, qui s'appelle, Science et écran. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, de mon point de vue, les sciences n'étaient pas assez présentes, sur les écrans et surtout, en fait, chacun, raconte les sciences, mais dans son écosystème. C'est-à-dire que les gens des JT, ne parlent pas aux gens qui font des documentaires, ne parle pas aux créateurs de contenu, aux vulgarisateurs, sur YouTube et donc en fait, c'est vrai qu'il n'existait aucun espace où on pouvait, raconter, la place des sciences sur tous les écrans et donc c'est ce que j'ai fait, en lançant il y a un an, cette newsletter. Ça marche. Et en tout cas, oui, effectivement, c'est intéressant et c'est vrai que dans l'écosystème général, parler de science, voilà, c'est une vraie prouesse. Est-ce que d'ailleurs la période, elle est vraiment propice aux récits scientifiques, que ce soit en télévision, dans les médias en général? J'ai envie de dire, moi je dirais toujours que les sciences n'ont pas assez de place, sur les écrans et effectivement chaque année mine de rien c'est un peu la boule au ventre parce qu'en fait, bah, vous le savez en télévision notamment, il y a le mercato et en ce moment ça sent pas très bon. Voilà, il y a plusieurs indicateurs. Il y a, bah, vous le savez, les budgets de France Télévisions, qui sont à la baisse. Il y a aussi 2 chaînes, Ushuaïa TV et Histoire TV, qui pourraient disparaître. Voilà, donc c'est vrai qu'en fait, chaque année, on ne sait pas ce qui va se passer et mine de rien, la science peut rapidement être invisibilisée. D'accord. Oui, effectivement et c'est vrai que parce que aussi pour que les auditeurs on soit bien dans le contexte général, c'est vrai que quand on parle de documentaire, c'est aussi des chaînes et des producteurs de documentaires originaux parce que sinon, dès qu'on allume une chaîne de télé, on voit plein de documentaires, mais c'est souvent, voilà, des rediffusions, des redites et cetera. Donc il faut aussi qu'il y ait des chaînes et des partenaires qui puissent, produire, des documentaires originaux. En tout cas, là, si on commence sur la structuration, comment est-ce qu'on raconte, la science et comment est-ce qu'un récit scientifique, il se crée dans les médias d'aujourd'hui? Et comment est-ce qu'il a un petit peu évolué, ces derniers temps? En fait, je vais un peu vous décevoir, mais la structure, c'est enfin la façon, la méthodologie, est toujours la même, hein. C'est qu'en fait, on se base sur la recherche scientifique, donc c'est, avec des chercheurs, avec des publications, scientifiques et puis, mine de rien, bah, l'expérience scientifique, on la retrouve à la fois, en télé, et sur le numérique. Voilà, il y a plus de 30 ans, on faisait déjà des expériences dans, E = M6 et puis, bah, aujourd'hui, vous voyez aussi des expériences sur YouTube avec, Dr Nozman. Donc voilà, finalement, la recette, elle a pas trop changé. Ouais, c'est ça. On reste dans une bonne dose de ludique et effectivement les maquettes qu'on voyait il y a 30 ans finalement, elles sont toujours vivantes et ceux que c'est finalement une manière de distribuer et aussi peut-être, une question de format parce que c'est vrai que, bah, quand on parle de Nozman ou quand on parle d'autres créateurs de contenu sur les plateformes, c'est aussi un format. On n'est plus, forcément dans le 26 minutes, voire dans le 52, sur des documentaires un peu longs. On est dans des formats qui sont beaucoup plus ramassés.
Oui, c'est ça en fait, YouTube notamment, Instagram, ils ont vraiment ouvert la porte, à la, libération du format parce qu'aujourd'hui, les gens qui produisent, des contenus, uniquement pour le numérique, voilà, ils sont extrêmement libres. Alors qu'effectivement en télé, tout est encore, assez codifié, mine de rien. Voilà, il faut respecter, le format, la case. Donc c'est sûr que la créativité, elle se passe plus sur le numérique. Ouais, et est-ce que d'ailleurs, sur cette écriture qui est différente, parce que quand on écrit pour la télé ou quand on écrit pour du digital, on n'est pas du tout dans, en tout cas, on a des codes qui sont différents. Est-ce que le digital, il est pas un peu frustrant des fois pour, l'explication de certaines thématiques, ou des fois on a besoin du temps parce que le récit scientifique, c'est pas non plus le récit de l'instant. Il faut poser les choses, il faut les expliquer, il faut être pédagogue, il faut être progressif, et des fois le numérique a tendance quand même à compresser un petit peu tout ça? Ah bah, ça dépend parce que moi, tu vois, je vois des vidéos sur YouTube, par exemple, qui, sont, voilà, des vidéos de 20-30 minutes, Ouais. non, au final, moi, je ressens pas trop ça. Je veux dire, en télévision, on est encore plus frustré parce que la personne qui va réaliser un reportage pour le JT, du 20h, bah, c'est 1 minute 50. Voilà, donc niveau frustration, bonjour. Mais bon, c'est un très bon exercice et puis même, moi, quand je réalise des documentaires, des 52 minutes, Mmh. par rapport à la quantité d'infos qu'on a à la base et la quantité d'infos qu'on a ensuite en diffusion, il y a de quoi être frustré. Voilà. Ouais. Donc non, non, au contraire, moi pour l'instant, par exemple, je produis pas encore, pour le numérique, mais ce qui m'attire dans cette idée d'aller, vers, ces plateformes, c'est justement la liberté, la créativité et justement de casser, ces formats, qui sont plutôt imposés. Voilà. OK. Et d'ailleurs, si on fait un petit peu le pont entre les 2, est-ce que, par exemple, quand on te, demande, ou en tout cas quand tu réalises des documentaires ou des émissions scientifiques, est-ce que, ben, pendant la réflexion, il y a un petit truc qui germe dans l'esprit en se disant: «Tiens, ces séquences-là, si elles sont préparées, elles sont déterminées pour être, performantes aussi sur le numérique?» Ou est-ce qu'on se concentre vraiment que sur l'objet télé et en se disant: «Bah, on récupérera le meilleur de l'objet télé peut-être pour en faire des amorces sur le numérique»? Ouais, c'est plutôt ce deuxième cas Ouais, effectivement. En c'est ça. fait, aujourd'hui en télé, quand on fait des documentaires, on pense pas trop en fait, déclinaison numérique. On se dit plutôt: «Ah bah tiens, ce moment était sympa, on va le mettre sur, sur YouTube». Donc il y a encore très peu finalement cette réflexion de produire pour les 2 formats. D'accord. Ce qui viendra sans doute à l'avenir, puisqu'à un moment donné, les 2 vont être amenés, sans doute à fusionner, et on voit, hein, on parlait tout à l'heure de France Télévisions, on sait que voilà, ils ont fait des annonces là il y a quelques semaines où très clairement ils ont envie de mettre le braquet, très, très fort sur leur plateforme, sur la consommation digitale. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la logique tend du côté, des 2 principales chaînes, France Télé et Arte. On l'a entendu, lors du FIPADOC, là, il y a quelques semaines, le festival de référence du documentaire. Effectivement, en fait, aujourd'hui, on va plus produire d'abord pour le numérique, dans cette idée-là, et ensuite, de le proposer à la télé. Voilà, c'est plutôt la logique du moment, en sachant que tous les patrons de chaînes vous le diront, dans 10 ans, la télévision est morte. Voilà et ça, c'est des choses ils le disent très clairement, voilà. C'est ça. Il faut anticiper dès aujourd'hui. Si on en revient au récit scientifique, comment est-ce qu'on fait pour transformer un sujet qui est scientifique, et on en a eu plein quand même ces dernières années. Alors on va pas forcément, reparler à fond du covid, mais le covid était notamment un cas d'étude qui était extraordinaire par rapport à ça, un cas pratique. Comment est-ce qu'on transforme un sujet scientifique en narration grand public? C'est quoi vraiment les ingrédients narratifs? Parce que la matière scientifique, elle est complexe, elle est dense. Il faut arriver à en faire quelque chose qui soit accessible et compréhensible par des gens qui n'ont pas l'expertise du sujet. En fait, déjà, il faut, beaucoup, beaucoup, rechercher, parce que moi, je dis toujours, faut partir de la masse la plus importante, voilà, même si on comprend pas grand-chose parfois, c'est pas grave, on prend les infos, on prend les infos, et ensuite on fait le tri, tout simplement. On trouve des mots-clés, on identifie des mots-clés, il faut pas en prendre beaucoup, mine de rien, mieux vaut avoir, moins d'informations et bien le prendre le temps de les expliquer plutôt que, de vouloir, tout aborder. Moi, par exemple, j'ai aucune formation scientifique et D'accord. justement, je pense que ça m'a permis, d'avoir, ce recul, voilà. En me disant: «Ben, tiens, j'ai tel chercheur au téléphone, je lui demande de m'expliquer ça, je comprends toujours pas, bon, bah, peut-être que c'est pas le bon interlocuteur». Voilà, et c'est ce qui m'aide aussi à choisir les intervenants. Mais c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, pour que, un objet soit très bien compris, bah, il faut en fait, des super chercheurs, qui savent, très bien vulgariser. Voilà, ça pour OK. moi, c'est la clé de tout, voilà. Ouais, il faut des passeurs. C'est ce que je m'étais noté, quelques petits trucs. Je m'étais dit dans les ingrédients, j'avais noté les personnages,
l'émotion et l'expérience humaine? Est-ce que c'est ces trois ingrédients qu'on peut vraiment, on va dire, cocher, dans une narration efficace? Ouais, complètement. Après l'émotion, bon, en science, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais en tout cas, effectivement, les persos, donc c'est-à-dire dans notre cas, les chercheurs et l'expérience, c'est sûr que ça parle énormément. Même une toute petite expérience, souvent, et ben, en fait, c'est ce qu'on retient, voilà. Donc mieux vaut une expérience que 1000 discours. C'est le démonstratif finalement, c'est ça, c'est un peu Ouais, cette complètement. logique-là. Je rebondis juste sur un petit truc, là, tu nous as dit, que, voilà, tu n'avais pas de formation scientifique. On fait juste un petit focus, sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à arriver dans ce domaine-là? Parce que je trouve que c'est hyper intéressant, au contraire, de se dire que tu n'es pas, je me permets, un expert du domaine et pour autant tu fais de la voilà, du produit du contenu et à destination du grand public sur ces sujets donc un petit mot sur ton parcours? C'est intéressant. En fait, moi, j'ai suivi une école de journalisme, voilà, plutôt classique, une école reconnue. Je suis sorti d'école, j'ai commencé un petit peu sur les JT, notamment à France Télé et en fait, très rapidement, je me suis retrouvé un peu par hasard dans le bureau de Mac Lesguy à l'époque, qui est donc le présentateur de E = M6. J'avais aucune expérience en sciences et en fait, voilà, ça a commencé comme ça et c'est là où j'ai découvert en fait, l'art de la vulgarisation, voilà et en fait, c'est là que je me suis rendu compte aussi que c'était hyper chouette, bah, de travailler sur, des programmes de connaissances et puis surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, en télévision, il y avait très peu de journalistes de sciences et c'est là où je me suis dit: «En fait, je vais me spécialiser». Même si finalement, il y a pas beaucoup de programmes, de sciences à la télé, bah, c'est peut-être comme ça que je vais faire ma différence. Voilà OK. et mine de rien depuis en fait bah, je prends pas mal de plaisir à faire ça et surtout je me suis formé en fait. Voilà parce que, notamment j'ai rejoint, l'association des journalistes scientifiques, où sont proposées, bah, des formations, des rencontres avec des chercheurs et cetera et ça m'a beaucoup, beaucoup nourri. Voilà. D'accord. Ouais, donc l'école, McLeod, effectivement, qui a quand même, largement innové dans ce domaine-là, parce qu'avec un format qui était, bah, révolutionnaire à l'époque, hein, comme M6 en a fait beaucoup. D'ailleurs, sur ce sujet des formats, les formats en télévision dans le domaine scientifique, toi qui es aux premières loges, de tout ça, comment est-ce que tu vois et que ça évolue? Qu'est-ce que dernières tendances, en tout cas les évolutions, dans le domaine que tu perçois? Alors, j'ai pas mal de choses à dire là, sur le sujet. Déjà la première chose, c'est quand même, et c'est assez important, qu'il y a une place de plus en plus considérable pour l'environnement. Voilà, Ouais. on le voit notamment sur France Télévisions, vous avez vu certainement qu'ils ont lancé, la météo du climat, la météo de l'eau, c'est quand même des rendez-vous en quotidienne, juste après le 20:00, voilà, avec des reportages sur le climat, la biodiversité. Donc, voilà, je trouve ça quand même, hyper, positif. Voilà et puis, côté documentaire, vous avez, toujours sur cette question de l'environnement, des formats, disons, voire, documentaires, mais un peu plus, ludiques, incarnés souvent par, des personnalités. Hem, je pense au programme, On fait quoi? Qui était, un premier numéro avec, Thomas Soto, heu, sur l'alimentation durable. Et puis vous avez un autre format un peu plus original, qui s'appelle, 25 kilogrammes 3 jours pour vider son sac et donc c'était une aventure qui était menée par, le comédien, Gilles Alma et Mmh. l'humoriste, Benoît Joubert. Voilà et puis vous avez quand même la télévision accorde aussi des soirées en prime time, sur le climat. C'était le cas pour la journée mondiale, en Des lien avec océans. des océans, Ouais. c'était, à Nice. Mmh. Voilà, donc vous aviez quand même, Léa Salamé, Hugo Clément, en direct avec le président. Donc voilà, ça c'est quand même hyper positif, c'est la place qu'on accorde, à l'environnement et il y a pas que sur France Télévisions. Vous avez des données récentes de l'INA, Mmh. l'Institut national de l'audiovisuel, qui montrent que grosso modo en 10 ans, toutes chaînes confondues, télé et radio, la place de l'environnement a quand même bondi de 20. Donc c'est quand même, assez positif. Voilà. D'accord. C'est toujours intéressant de voir cette place de plus en plus importante sur les antennes, alors qu'on sent quand même que dans la société, il y a quand même parfois une remise en cause un petit peu des discours scientifiques, je trouve et c'est toujours intéressant, voilà, que ces discours-là puissent, pas ces discours-là, pas les discours qui remettent en cause la science, mais ceux qui, voilà, qui la mettent en avant puissent trouver une place, importante et à des heures de grande écoute en plus. Tu parlais tout à l'heure du croisement entre, numérique, télévision. Mmh. C'est vrai que de plus en plus, mine de rien, la télévision cherche
à s'inspirer de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Par exemple, des chroniqueurs, on va maintenant les chercher, sur Instagram. On veut des gens qui ont déjà une communauté. Mmh. Mais effectivement, c'est plutôt dans cette logique de capter la communauté plutôt, que de s'inspirer du format. Parce qu'en fait, des formats propres au numérique, c'est quand même compliqué, de les, décliner, ensuite, en télévision. Voilà. Et puis mine de rien, même en documentaire maintenant, sur une chaîne comme, Ushuaïa TV, désormais, bah, en fait, ils confient des documentaires à des youtubeurs Mmh. en incarné. C'est le cas notamment avec, Nota Bene, voilà, qui parle, d'histoire, qui a des milliers, voire des millions peut-être d'abonnés. Ouais. Voilà. Donc mine de rien, voilà, en fait, la télévision cherche à capter finalement, l'audience, de ces gens qui, réussissent, sur les réseaux. Et je ne sais pas si tu partages ce point de vue, mais je trouve qu'aussi sur les émissions scientifiques, on a quand même eu une grande évolution sur les formats, c'est-à-dire qu'on a complètement quitté le studio. Je trouve que le studio pour de l'émission scientifique, on l'a plus trop. On voit toujours des choses qui sont sur le terrain, qui sont, voilà, en immersion et cetera. L'émission, alors, on a toujours cette référence de C'est pas sorcier, mais C'est pas sorcier, c'était pas particulier, c'était ce fameux camion et cetera, studio, et cetera. Mais c'est vrai que le magazine scientifique posé autour d'une table et cetera, celui-ci, j'ai l'impression que dans les formats, il a complètement disparu. Et en fait, la science, elle s'est vraiment pris un ancrage terrain depuis des années. Alors que ça soit avec des personnages qui sont proches de leur communauté, comme tu le disais, aller chercher, des créateurs de contenu sur les plateformes, mais même aussi, voilà, les passeurs, on va dire traditionnels, ils ont plus du tout de studio. Ils vont sur le terrain, ils vont tester et ils vont à la rencontre d'eux. Exactement, c'est ce qu'on voit, effectivement avec Jamie Gourmaud, avec Hugo Clément, voilà, effectivement, on va sur le terrain. Mais il y a quand même, d'autres exemples qui nous montrent le contraire et je pense à un superbe exemple, d'une émission que j'adore, c'est Arte qui a lancé en fait, une émission sur Twitch, qui s'appelle Scope. Voilà, ils sont en direct pendant 2 heures et donc ils ont, bah, la plupart du temps, ils sont en plateau, voilà, où ils reçoivent des chercheurs et puis ils ont quand même, un journaliste, qui est sur le terrain, en extérieur, et ça marche super bien. Voilà D'accord. et ça pour moi, c'est vraiment un superbe exemple. C'est-à-dire, c'est une chaîne de télé qui s'appelle Arte, mais qui produit désormais principalement pour le numérique, C'est vrai. avec, en l'occurrence, cet exemple, sur Twitch en direct. Voilà donc comme quoi on peut aussi faire de la science, derrière un bureau, sous des spots de télé, ça marche aussi très bien. Eh ben, merci de ce contre-exemple et en tout cas, alors ce que je trouve intéressant dans ce projet, alors je dois quand même bien concéder que j'en ai pas connaissance, donc j'irai le voir, a après par curiosité. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement l'arrivée l'arrivée en tout cas, la mise en place du direct pour une mission scientifique. Pareil, à ma connaissance, c'est des choses qui sont plutôt assez rares et je trouve que alors comme Twitch, c'est la communauté qui est en prise directe avec l'émission, je trouve que là, le fait que la communauté puisse sans doute interpeller et poser ses questions en live, j'imagine dans ce format-là, je trouve que pour une émission scientifique, c'est un vrai pari et c'est assez audacieux. Mais carrément, parce qu'en fait, surtout aujourd'hui, moi je me rends quand même compte, hein, qu'il y a une grosse, méfiance du public envers les journalistes, notamment sur les questions de science. Et c'est vrai que d'avoir un lien direct, de pouvoir poser ces questions, c'est super, chouette. Et puis aussi, je pense que de plus en plus, on a besoin aussi de raconter les coulisses de la fabrication de nos contenus. Voilà, donc effectivement, c'est une forme en fait, mise en place pour, aussi restaurer de la confiance, avec le public, hein. C'est la fin de la première partie de cette interview de Deep Media avec Charles Lebert, journaliste et réalisateur scientifique. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de cet échange où l'on va continuer d'explorer le futur des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les commentaires étoiles adéquats. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.